Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est très content d'être ici. Je trouve que l'équipe de l'Agile Tour s'est encore surpassée cette année. C'est vraiment un programme qui est fantastique. Curiosité, en levant la main, qui que c'est à son premier Agile Tour ici? Bienvenue. J'espère que vous avez du plaisir. Qui est à son deuxième? Il y en a moins. Troisième? OK. On va parler lentement. Vous allez finir par comprendre, vous autres. Non, je plaisante parce qu'il y a 3 Agile Tour, il y a 2 ans. On a fait une présentation, encore une fois, j'ai eu la chance de faire une présentation avec l'équipe de Bell, c'était Eric à ce moment-là. On a fait une présentation sur l'Agile comme cadre de transformation d'organisation. Cette présentation-là qu'on a faite, c'était sur la même transformation d'entreprise pour laquelle on va vous présenter les cas aujourd'hui. On ne s'était juste pas encore pété à la gueule. Fait que là, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, on va vous parler de ces choses intéressantes-là qui sont les erreurs qu'on a faites. Comment est-ce qu'on s'y est pris pour les corriger, les correctifs à apporter, puis les apprentissages qu'on peut faire autour de ça. C'était plaisant à ce moment-là. Ils vont bien vite, tes minutes. C'est des secondes, c'est des OK. secondes. Ça. C'était plaisant à ce moment-là, ça va l'être encore aujourd'hui. L'histoire. C'est l'histoire d'une transformation organisationnelle dans une entreprise far, far away. En fait, c'est une transformation numérique. Transformation numérique, ce qu'on veut dire par là, c'est toute l'application de technologies numériques qui peuvent nous permettre d'amener de la valeur d'affaires. Donc, c'est très large, ça peut être perturbateur, ça va partout. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est beaucoup plus qu'une transformation agile. La transformation agile va nous aider à transformer la façon dont on va faire les projets. C'est utile, ça aide, c'est venu nous donner de l'air en gestion de projet. C'est fantastique. Mais la transformation numérique, ça va toucher toutes les parties de l'organisation. C'est le décor dans lequel on va planter toutes les histoires qu'on va vous raconter aujourd'hui. L'histoire pour lesquelles on a changé les noms des innocents. Et pas si innocent que ça aussi. Non, mais sérieusement, c'est des histoires qui sont vraies. Puis, ce qui est intéressant, dans le contexte où on a vécu cette histoire-là, puis on ne va pas se le cacher, c'est chez Bell, c'est une place où on est dans un environnement sécuritaire, on est dans un safe environment. Dans sa transformation numérique, il y a beaucoup de foi dans l'agilité, dans le lean. La collaboration et la transparence, elle est là, elle est toujours là. J'ai eu la chance et les défis de travailler dans plusieurs organisations. Mais dans cette organisation-là, c'est vrai que ces conditions-là sont là. C'est pour ça qu'on peut, sans crainte de représailles, parler des expériences qu'on a eues qui n'ont pas toujours été des succès, mais qui, quelque part, nous ont fait apprendre parce qu'on apprécie et on comprend que c'est une étape nécessaire dans l'évolution et dans la transformation numérique. Donc, je suis François Bonetto. Je suis vice-président solutions chez Askida. Puis, j'ai la chance de travailler à ce chantier-là avec mes confrères de Bell, et particulièrement Nico, pour la transformation numérique. Merci François. Ça, c'est le passage du C'est le flambeau. passage C'est du subtil, vous l'avez peut-être, mais c'est comme ça qu'on va se... C'est comme un token ring des vieilles technologies. Je me présente, je m'appelle Nicolas Leloup, je suis responsable du développement pour les solutions de l'Internet des objets chez Bell. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans ce mandat-là et moi, ma passion dans la vie, c'est vraiment de voir l'impact des technologies dans la vie des gens à travers plusieurs choses, à travers la manière dont ça transforme l'organisation, à travers la manière aussi dont ça transforme nos modèles d'affaires et la génération de revenus pour l'organisation. Et aussi, la troisième chose, c'est à travers la transformation pour les gens et les équipes. C'est-à-dire que les gens, les équipes sont constamment impactés par les transformations qu'on amène dans les organisations. Et c'est ce qui est vraiment le plus intéressant pour moi dans les transformations agiles et les transformations numériques. Juste comme ça, je veux être sûr que je ne vais pas dire trop de bêtises aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir des applaudissements juste des Scrum Masters qui sont dans la salle? Ils sont pas énergiques, les Scrum Masters. Ouais, pas trop d'énergie, les Scrum Masters. Est-ce qu'on a des Product Owners dans la salle? Des gestionnaires? Ça existe? Des coachs agiles? Ah, pas beaucoup de coachs agiles? Ah, on en a quelques-uns. Et les autres? Ok, c'était vraiment aussi ça que je voulais qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un titre
pour faire de la transformation. Il y a des Scrum Masters qui font de la transformation, il y a des Product Owners qui font de la transformation, il y a des gestionnaires qui font de la transformation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est partagé à travers plusieurs rôles, plusieurs personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est critique dans les transformations digitales et dans les transformations numériques. Comment vous définiriez-vous la différence entre une transformation agile et une transformation numérique? Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait me donner une idée? Transformation agile versus numérique? Non? Agile, c'est les humains. Digital, c'est les technos. Ok. En fait, une transformation agile, ça change vraiment la manière dont on travaille. Ça change vraiment comment on travaille. Donc effectivement, ça va changer les interactions que vont avoir les gens dans les équipes. Ça va aussi changer la manière dont les processus dans l'organisation fonctionnent. Donc on va, à travers des loops de feedback et d'amélioration continue, on va améliorer la manière dont on livre de la valeur aux clients. Et la troisième chose que ça va changer, c'est toute la structure de gestion de projet. On va livrer les projets différemment. Dans une transformation numérique, on change l'entreprise dans sa profondeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va changer la manière dont l'entreprise livre de la valeur d'affaires. Et c'est ce qui est primordial dans une transformation agile, et des fois qu'on oublie, l'important c'est de livrer de la valeur d'affaires pour nos clients. Nos clients, à la fin, s'attendent à ce qu'on livre quelque chose qui leur apporte de la valeur, qui leur sert tous les jours, selon l'industrie dans laquelle on est, soit pour des services financiers, soit pour des services télécoms, soit sur Internet. Donc vraiment, la transformation numérique est beaucoup plus large. Et finalement, elle utilise tous les outils de l'agilité comme un moyen. L'agilité n'est vraiment pas une fin en soi à ce moment-là, c'est vraiment un moyen de transformer l'organisation pour faire une transformation digitale. Donc ceci étant dit, si vous l'avez bien compris aujourd'hui, on va parler de notre expérience en transformation numérique. On a développé donc, chez Bell des solutions numériques pour nos clients. Je vais vous parler en particulier de notre expérience pour le développement de solutions pour les villes intelligentes chez Bell. Et on va vous parler aussi de l'agilité. Et on va voir justement à travers nos expériences quelles ont été les limites qu'on a rencontrées dans l'agilité et finalement comment on s'est adapté à travers ça. Le clicker, il marche comme ça. Hein. Faut que tu pèses sur le bouton. Sur quel bouton? C'est lequel? Je pense que tu vas y arriver. Tu as le Si droit à on l'erreur. parlait de digital, hein? Tu as le droit à l'erreur. Hein? Ah, Ouais. c'est ça, hein, ton clicker, il marche pas, François. Ouais, tu l'as cassé. OK, ben c'est demain. Non, c'est pas à la tactile. table. Ouais, on va y arriver. Ça, on va faire ça. Ça, clique ça. Bon, c'est bon. Donc je me suis dit, si je présente à l'Agile Tour et que je dois parler de l'agilité, je vais prendre un risque. Je vais sortir le manifeste Agile. Le manifeste Agile a été sorti en 2001, donc ça fait maintenant plus de 18 ans qu'il est dans nos vies, dans nos organisations, qu'on le déploie, qu'on l'utilise tous les jours dans la manière dont on fonctionne. Et je pense qu'à travers l'adoption de l'agilité, on a oublié un petit peu les fondamentaux, puis on a oublié quelques notes de bas de page. Je vais vous montrer justement 4 éléments du manifeste Agile qu'on a souvent tendance à oublier. La première chose dans le manifeste Agile, c'est qu'on parle de développement logiciel. Ce que je veux dire ici, là, on ne parle pas de ressources humaines, on ne parle pas de finances, on ne parle pas de bureau agile, on parle de développement logiciel et seulement de développement logiciel. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'agilité ne s'adapte pas à d'autres environnements. Je dis qu'il va devoir s'adapter différemment à d'autres environnements. Puis si on regarde la deuxième valeur de l'agilité, les working software over comprehensive documentation, je suis désolé, mais ça s'applique seulement au développement logiciel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier dans l'agilité au cours des 18 dernières années, c'est que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas des outils, des valeurs, des principes qui s'appliquent à tout et n'importe quoi. C'est vraiment dans le titre. Ça s'applique au développement logiciel. La deuxième chose que je voulais mettre de l'avant en agilité, c'est qu'on découvre petit à petit de meilleures manières de faire. On n'a jamais dit que c'était la meilleure manière de faire. C'est-à-dire que peut-être des fois utiliser des méthodes plus traditionnelles, du waterfall, des méthodes de fabrication en usine, du lean, des méthodes plus modernes comme du lean product management, ça va être adapté effectivement à ce que vous allez faire. L'agilité n'est vraiment pas une panacée pour tout ce que vous voulez faire, ça va vraiment dépendre de votre écosystème, de votre environnement et de votre contexte. La troisième chose que je voulais que vous remarquiez, c'est que en bas de page, il y a marqué, je vais vous
faire profiter de mon accent en anglais-français. That is, while there is value on the items on the right, we value the item on the left more. Donc, ce qu'on dit ici, là, c'est que ce qui est à droite est important pareil. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les individus et leurs interactions sont importants. Sans processus et outils, ils vont être vite perdus. Un logiciel fonctionnel et opérationnel est important, évidemment, c'est ce qu'on livre à nos clients. Sans documentation, il n'est pas opérationnel, le client ne peut pas l'utiliser. La collaboration avec nos clients versus la négociation de contrat, ben, on veut bien collaborer, mais à la fin, il y a une réalité économique, une réalité de valeur. Et effectivement, des fois, il faut qu'on ait des contrats pour encadrer la manière dont on travaille. Et enfin, la dernière, s'adapter au changement plus que suivre un plan. Ben, effectivement, on va avoir un plan et au cours de ce plan-là, on va s'adapter. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plan. Ça veut dire qu'effectivement, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et peut-être même à plus long terme si on parle de planification stratégique. La quatrième chose que je voulais vous montrer aussi sur le manifeste Agile, puis là François, je suis vraiment désolé, tu vas te sentir vieux tout de suite. C'était en 2001. En 2001, le monde des télécoms, c'était ce téléphone-là, le Ericsson T39. C'était mon 12e téléphone. C'était ton 12e. Moi, je ne l'ai jamais eu. Moi, je n'ai jamais touché à ce téléphone-là, personnellement. En 2001, moi, je n'étais même pas sur le monde du travail. Toi, tu pensais que c'était un rocher? Moi, je pensais que c'était un caillou à ce moment-là. Puis depuis, j'ai eu peut-être 5-6 téléphones intelligents. Ouais. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qu'on oublie avec le manifeste Agile. C'est un outil qui a été, c'est des valeurs, des principes qui ont été développés en 2001 dans un contexte spécifique, dans un marché spécifique qui était le développement logiciel. Et aujourd'hui, vous me suivez, on est en 2019. Donc les choses ont beaucoup évolué, le marché a évolué. Aujourd'hui, on ne parle plus de téléphone comme ce téléphone Ericsson qu'on voit ici, que vous avez pu éventuellement à un moment acheter dans un magasin Bell. Aujourd'hui, on parle de téléphone intelligent que vous allez recevoir directement en le commandant et puis en le recevant par Internet et par la poste. Donc l'écosystème a complètement changé depuis 2001. Et en fait, ce qu'on amène aujourd'hui, ce n'est pas une refonte des principes et des valeurs de l'agilité, mais c'est plus une réflexion à travers nos expériences de comment on s'est adapté dans l'agilité. Moi, je suis très sportif, ça se voit, et j'aime ouvrir des trails, j'aime courir, et j'aime découvrir des choses constamment. L'image que je voulais vous amener ici, c'est que chez Bell, quand on a fait le développement de solutions pour les villes intelligentes, c'était il y a 2 ans. Donc, depuis le 2001, il y avait eu pas mal de nouveaux téléphones qui étaient sortis. Là. Mais à ce moment-là, le gouvernement du Canada et Infrastructure Canada lancent un challenge aux villes pour qu'elles utilisent les technologies digitales, puis qu'elles trouvent de nouveaux moyens d'être engagées auprès de leurs citoyens. Et honnêtement, à ce moment-là, un Smart City, c'est plus un concept qu'autre chose. Là. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, quelle va être la valeur pour les clients. C'est un nouveau marché. Les villes ne sont pas encore utilisatrices de ce genre de technologie. C'est aussi beaucoup d'incertitudes, parce qu'on découvre un nouveau marché, donc on ne sait pas encore exactement qui est le client, qui est l'utilisateur, qu'est-ce qui va payer pour le service, comment on rentabilise ce service-là. Et enfin, la troisième chose, c'est que à ce moment-là, en fait, on monte une nouvelle équipe. Et donc, c'est vraiment un nouveau département, une nouvelle manière de fonctionner, et on part de zéro. Et en fait, donc moi, mon background aussi, c'est j'ai été coach agile, j'ai été Scrum Master. Je me dis, je vais appliquer l'agilité. Et donc, on commence, on se dit, écoute, les individus, les interactions, plus que les processus et les outils. Ça semble une bonne idée, non? Eh bien, on a eu beaucoup d'apprentissage à travers ça. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait tellement d'instabilité dans ce qu'on faisait, c'était tellement un nouveau marché, c'était tellement une grosse transformation pour les équipes, pour les gens de vente, pour les gens de développement de produits, que c'était tellement instable que les individus, les interactions et leurs interactions sans processus et outils ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire que l'équipe était complètement perdue, finalement, sans outils, sans processus.
ils ne savaient vraiment pas comment travailler, puis comment s'organiser. Et c'est justement quelque chose qu'on voulait mettre de l'avant aujourd'hui, dans un des travers qu'on peut voir dans l'agilité, à travers beaucoup d'auto-organisation. Oui, on peut arriver là, et en même temps, ça dépend du contexte dans lequel on est. Donc, à travers cette expérience-là, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut que les équipes aient des outils, il faut que les équipes aient des processus pour pouvoir fonctionner. Autrement dit, si vous allez creuser un trou, vous prenez une pelle. Si vous allez visser une vis, vous prenez un tournevis. Vous n'allez pas utiliser l'un pour l'autre. Donc ça dépend vraiment de votre contexte, de qu'est-ce que vous avez à faire à ce moment-là. Et ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de garder en tête que les équipes doivent s'approprier les processus et les faire évoluer à travers une boucle d'amélioration continue constamment. Donc vraiment, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que oui, les individus et les interactions sont importants et en même temps, ils ne peuvent pas fonctionner sans outils, sans processus, sans manière commune de travailler afin de livrer de la valeur à leurs clients. François, je vais te laisser parler, aussi toujours dans une métaphore, de ton expérience là-dessus. Oui, c'est en fait, on continue avec les individus et les processus et les outils. Dans ce cas-là, Nicolas a parlé de l'idée que si on veut livrer de la valeur, il faut les aider à les organiser avec des processus, des outils. Mais dans un cas de transformation numérique, on partait d'intégrateurs surtout qui devenaient des développeurs. Ils avaient un nouveau rôle, il y avait des apprentissages à faire de ce côté-là. Premier point. On partait d'une nouvelle ligne de produits qui n'existait pas avant chez Bell. Deuxième point. Les vendeurs ne savaient même pas où s'en aller. On n'était même pas sûr de comment demander budget. Ils ne connaissaient rien de ça. On a pris des professionnels d'expérience qui étaient reconnus par leur pairs, puis on leur a fait faire quelque chose qui n'était pas nécessairement les meilleurs pour le faire. On leur a mis un stress qui était injuste pour eux. Puis, on a une responsabilité par rapport à ça, parce qu'on leur tire le tapis sous les pieds et on leur demande de livrer. Puis, quand on s'est rendu compte de ces errances-là puis de ces malaises-là, il y a des gens qui sont partis dans certaines équipes à cause de ça. Il y en a qui supportaient mal la situation. On a rétréci l'espace d'autogestion avec nos processus. On a dit autour, là, on s'en occupe, puis il y a quasiment eu un soupir de soulagement. Puis on dit, autogérez-vous là-dedans, sinon on les mettait dans une situation où on les condamnait à l'échec. C'était pas drôle, c'était trop. C'était impossible d'avoir des conditions gagnantes. En rétrécissant ça, ils ont pu développer une culture du succès, apprendre. Au fur et à mesure qu'ils développaient leur expertise, leur aptitude, on élargissait l'autogestion. Aujourd'hui, ils ont tous débâti les processus qu'on a mis pour eux autres. Mais ils l'ont fait eux autres mêmes parce qu'ils ont pris le temps de se les approprier. Mais au début, ça allait n'importe où. Ils n'en dormaient pas la veille des rencontres d'équipe parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas en contrôle puis qu'ils étaient en devoir de faire les choses. Puis on ne le savait pas parce qu'on était en train de faire un geste contre Agile, là. Parce qu'on était en train de les processusiser. Non, hein? C'est pas ça qu'il faudrait. On est en train de déployer des processus pratiquement à leur insu, mais on ne peut pas demander des gens de s'autogérer s'ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça. Ils ont beau être chirurgiens, ma timing belt, ils vont en scraper s'ils essayent de la changer, ils ne seront pas bons. Donc, on les conditionnait dans l'échec, encore une fois. Ça a été une grosse réalisation. Donc, on a travaillé sur la partie droite de la valeur, mais dans le fond, c'était pour soutenir la partie de gauche. C'était pour soutenir des individus qu'on a fait ça, mais ça nous a pris un peu de distance pour s'en rendre compte, parce que sinon, on avait tendance à continuer d'aller toujours plus loin dans l'agilité, puis de laisser s'autogérer, puis de s'auto-harakiri. Si on va, la deuxième valeur, collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Ça, c'est dans une autre équipe de Bell que l'histoire va se passer. C'était dans une équipe de charging. Tout va très bien quand l'agilité, c'est parfait quand c'est complexe. Les projets sont flous, ça nous permet de nous ajuster d'une façon fréquente. Tout est beau. Là, on parle d'une loi. Puis la loi a dit,
Vous devez envoyer des textos quand on utilise tel pourcentage de la bande passante, à tel pourcentage tu en envoies, à tel autre pourcentage tu en envoies un. La date rentre en vigueur à tel moment. Ça, c'était l'étendue du développement qu'on avait à faire. C'est clair, là. C'est la loi. C'est comme ça. On était dans une situation où il n'y avait aucune infrastructure en production. Rien, rien, rien. Puis, l'équipe venait de se former. Mais l'équipe, dans sa grande volonté, puis avec un coach bienveillant en agilité, non, il faut qu'on livre de la valeur à chaque sprint. Fait qu'on va faire des slices comme ça pour livrer un petit peu de valeur. On n'avait même pas de BD en prod, on n'avait même pas de container. L'équipe a fait des pirouettes pour pousser du code tout croche en prod qui était à jeter parce qu'il n'y avait aucune infrastructure. Mais il faut qu'on livre ça à toutes les 2 semaines, il faut qu'on livre la fonction d'affaires pour la montrer aux users. On se revire. C'est une loi, il n'y en a pas de users. On ne peut même pas y faire un review pour ça. Mais on s'entêtait à maintenir une fantaisie ou une taxe à la collaboration qui était inutile, vraiment inutile dans ce contexte-là, puis qui nous a fait complètement perdre du temps parce qu'on livrait quelque chose en prod, pas d'infrastructure, il n'y avait pas de message queue, on envoyait les affaires directes. Donc, il fallait refaire tout ce qu'on avait fait le sprint d'après si on voulait s'assurer que l'infrastructure, un jour, puisse soutenir la production, mais on voulait livrer de la fonction d'affaires. Là, Dieu merci, on a frappé un mur, sinon je pense qu'on ferait encore ça. Là, en se rendant compte qu'on n'arriverait pas à temps, on a viré notre façon de faire. Si c'est simple, on peut y aller direct. Ce qu'on a fait, c'est que le PO, pour les premiers sprints, on a identifié un architecte. On va dire, tu vas être le PO au début. Fait que là, l'équipe, ce qu'elle a fait, c'est qu'au début, elle a livré l'infrastructure qui était nécessaire en production en répondant aux requêtes du PO qui était l'architecte. Puis, le PO architecte aussi a dit, c'est de même que tu vas avoir tes développements d'environnement. Fait qu'on a fait quelques itérations comme ça. Puis ensuite, quand on était assez stable, puis là, c'est complètement à l'envers de livrer de la valeur d'affaires pour collaborer avec un client tout le temps, là. Mais après ça, quand on était rendu un peu plus loin, on a dit, OK, à cette heure, on livre la fonction d'affaires, mais le message queue est là, notre load balancing est là, on a la base de données qui est rendue. Alors maintenant, on peut se revirer, puis vraiment livrer ce qu'on a à livrer. C'est pas vrai que l'agilité, c'est toujours la meilleure. Imaginez une compagnie qui déploie des installations de SAP, qui ne fait que ça, puis qui est rendue à sa 500e déploiement d'SAP. Elle n'ira pas en agilité. Elle a son Gantt qui sent la poussière, mais qui a tellement été mis à l'épreuve qu'ils vont partir avec ça, puis ils vont avoir un résultat qui va être très bien. Mais aussitôt que les specs ne sont pas clairs, aussitôt qu'il faut réagir à un marché qu'on ne connaît pas trop, je ne suis pas en train de déboulonner l'agilité, je suis en train de dire qu'il faut s'en servir quand ça a du bon sens. Fait que c'est ça. Le deuxième volet, la collaboration à tout prix, ce n'est pas toujours nécessairement nécessaire. Excusez le pléonasme. Ah oui, elle est weird, hein? Le petit bonhomme qui jongle. Le troisième, les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Au début, quand on rentrait l'agilité des équipes, les développeurs étaient contents parce qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus à documenter, jusqu'à temps qu'ils fassent une petite dépression, qu'on leur disait que ce n'était pas vrai. Mais l'idée du logiciel opérationnel, si on parle du temps de l'agilité, le logiciel opérationnel pouvait être un DVD, peut-être même un CD, peut-être même une disquette. Non, je sais pas. En tout cas, c'était un DVD au moins, c'était quelque chose de plus statique qu'aujourd'hui. C'est quoi la différence d'attente entre un logiciel opérationnel aujourd'hui et à ce moment-là? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'un logiciel opérationnel, on s'attend au logiciel qui s'exécute, mais on s'attend aussi à un bug qui est corrigé en 24 heures. On s'attend aussi à ce qu'on reçoive peut-être une version aux 3 jours ou aux 3 semaines. On mettait en prod des fois 4 fois dans l'année, dans le temps. Fait que le concept de logiciel opérationnel, c'était pas la même chose. Fait que dans le temps, si on avait besoin d'un jongleur pour charrier nos ballons de l'environnement de dev jusqu'à l'environnement de production, on le prenait, le jongleur, puis il allait les porter. Mais il va falloir que ce soit plus simple que ça, aller porter nos ballons. Fait que là, on a à automatiser puis à rendre performante pas juste
l'application elle-même, mais notre façon de la livrer, parce que notre façon de livrer l'application fait partie des attentes de nos clients maintenant. Donc, cette partie-là aussi doit être fine-tunée, automatisée. Ça vous dit quelque chose, hein? Vous savez, je m'en vais vers le DevOps à 100 000 à l'heure. On s'en va vers le CI/CD quand on parle de ça, mais on parle aussi des tests automatisés rendus là. Toutes ces choses-là, ils viennent supporter la nouvelle attente des clients pour que n'importe qui puisse apporter les ballons en production. C'est rien que ça, là. On n'a plus besoin de l'expert qui va charrier ça, si on a bien fait notre travail. Puis ça, c'est le complément qu'il y avait, quand on a sorti le manifeste, le complément du logiciel, c'était juste la doc. Mais là, le complément du logiciel fonctionnel, c'est la doc, c'est le CI/CD, c'est le DevOps en général, c'est des tests automatisés, c'est tout ça. Fait que juste le logiciel opérationnel, c'est plus suffisant. On a eu un épisode intéressant quand on a parlé de ça à l'équipe parce que, comment je dirais ça? Il y avait de la misère à saisir aussi qu'on s'en allait avec cette intention-là d'automatiser nos choses. Puis on n'y est pas arrivé encore, mais on leur a fait faire un bout de chemin en faisant un atelier avec les 3X de Ken Beck. Ken Beck, oui. Merci. Moi, je ne suis pas un académicien, j'ai de la misère avec les noms, mais Ken Beck, le Explore, Expand, puis Extract. Quand on est en exploration, on peut être un peu brouillon, on est en train de découvrir si on va être capable de vendre notre produit, mais si on a un succès sur le marché, pour éviter d'avoir une dette, on va aller en expand pour s'organiser, pour s'acheter un sac pour transporter nos ballons, pour qu'on puisse mettre en prod rapidement, pour qu'on puisse tester vite, pour s'en aller ensuite en extract, en mode d'opérationnalisation. Bien, quand on a fait cet atelier-là, on a permis à tous nos gens intelligents qu'on engage de comprendre notre préoccupation à nous autres, puis de comprendre qu'on devait s'en aller là. Parce que nous autres, on est préoccupés par ça à tout bout de champ, mais eux autres, là, on leur dit, ils comprennent, puis ensuite ils se revirent, puis ils ont du code à livrer, ils l'oublient. Il faut qu'on passe notre information pour que ça rentre chez eux. C'est de cette façon-là qu'on a fait un premier pas de sensibilisation avec eux autres. Il nous en reste un peu à faire, hein? Mais on a fait un premier pas de ce côté-là. Puis ça revient à dire que le côté documentation exhaustive, ça date de 2001. Moi, j'ai le réflexe de l'étendre un peu plus pour ce qui est de toute l'infrastructure qui doit soutenir le logiciel opérationnel qui fait partie des attentes qu'on a aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs ce qui va transformer de l'OPEX en CAPEX, parce que techniquement, si on n'a pas la doc exhaustive puis le truc de support, là, notre développement va rester une dépense si on n'a pas la bonne doc, parce que personne ne va être capable de la faire évoluer. C'est une différence qui va faire que ça va être un investissement pour l'organisation. Merci pour la métaphore sportive, François. Et On va continuer sur le sport. Moi, je suis français, on est champion du monde, je pense que tout le monde le sait. Mais bon, je vais utiliser le football américain cette fois. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous expliquais qu'on ouvrait une nouvelle trail. On était en train de développer un nouveau produit pour un nouveau marché, pour des nouveaux clients, avec des technologies qui évoluaient constamment, et donc que c'était très incertain. Il y avait beaucoup de choses dans notre contexte qui changeaient. Puis bon, encore une fois, on se dit on va appliquer l'agilité parce que ça s'applique bien à un environnement qui change en continu. Et en faisant ça, en fait, on s'est dit, on va faire du développement de produits centrés clients. Ça semble une bonne idée jusqu'ici. On va écouter notre client, on va bien comprendre ce qu'il veut, et puis on va développer. Puis là, petit à petit, à force d'écouter notre client nous amène des changements toutes les semaines, tous les jours. Sauf qu'à force de changement, on ne livre plus rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est pris tellement à nous adapter au changement qu'on ne livre plus de valeur d'affaires. Et donc, moi, de l'autre côté, je suis responsable de ce développement-là. On a un contrat et on doit livrer une date déterminée. Et à ce moment-là, je me retourne vers mon équipe. Je dis, les gars, on s'organise comment? Les gars et les filles, pardon. Les gars et les filles, on s'organise comment? Puis là, un architecte me dit, j'ai entendu parler de NoEstimate. Je dis, ok, c'est une bonne idée. Moi, NoEstimate,
j'étais à des conférences agiles, j'ai entendu parler, ça a l'air le fun. Sauf qu'en même temps, moi j'ai ma timeline. Hein. Fait que les gars, ils sont pas capables de me donner, l'équipe n'est pas capable de me donner un estimé, puis moi j'ai le client de l'autre côté qui veut que je livre à telle date. Là. Moi je suis au milieu. Puis je me dis, je vais faire comment? Et donc à ce moment, je dis les gars, nos estimates, je veux bien, mais ce que ça veut dire là, grossièrement, là, on ne va pas perdre trop de temps avec les estimés. On va estimer rapidement, mais on va estimer quand même. C'est-à-dire que si vous me dites que ça prend une journée ou une journée et demie, on va s'arranger, mais à la fin, il faut qu'on atteigne notre objectif final de livraison d'affaires. Là. Donc nos estimates, OK, on ne va pas perdre trop de temps sur des estimés, mais j'en ai quand même besoin parce que moi, de l'autre côté, là, si je dis au client, je ne sais pas quand est-ce que je te livre, il va me regarder, puis je pense que je vais avoir l'air encore très stupide. Donc, s'il vous plaît, les gars, on va prendre le temps, on va monter un petit estimé rapide, puis on voit justement comment on s'organise pour livrer ça. Et l'image qu'on voulait vous amener ici avec le football, c'est que c'est un petit peu la même chose dans un sport. C'est-à-dire que quand votre équipe joue un match, le coach avant, il a préparé son plan. Il sait comment il va s'organiser. Il sait où est-ce qu'il va placer ses joueurs sur le terrain. Et le quarterback, le quart arrière, merci, il sait exactement quel est le plan. Toute l'équipe le connaît. Toute l'équipe own le plan et possède le plan et est en mesure justement de s'adapter s'il y a un changement. Et c'est ce qui se passe en fait sur un terrain. Sur un terrain, le quarterback, il va prendre des shots. Il va dire à l'équipe, si l'équipe adverse réagit de telle manière, on va s'ajuster de telle manière. Et c'est là où l'adaptation au changement est importante. L'adaptation au changement, sans avoir un plan, c'est beaucoup trop d'instabilité. Vous allez vous perdre. Vous allez prendre trop de risques. Vous allez éviter d'atteindre vos objectifs d'affaires tout simplement parce que vous adaptez trop souvent au changement. Alors l'adaptation au changement, je pense que c'est primordial. Je pense qu'effectivement, on n'est pas capable de livrer de la valeur sans s'adapter continuellement. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un plan de match. Sans plan de match, vous allez vous perdre, vous risquez d'aller nulle part finalement dans votre développement logiciel. Ce qu'on a mis en place finalement avec l'équipe à ce moment-là, je vais dire peut-être des gros mots, on a mis en place un cadre de travail très défini pour les aider justement à voir à quelle échéance on devait livrer, comment on allait s'organiser. Puis on a mis en place des principes directeurs. Ça veut dire quoi le succès pour nous? Ça veut dire quoi le succès pour notre organisation et pour notre équipe? Et avec ces principes directeurs, l'équipe était en mesure justement de s'adapter aux changements à n'importe quel moment, comme le quarterback est capable de le faire sur le terrain. La deuxième chose qu'on a mis en place à ce moment-là, c'était des processus de gestion, c'est-à-dire des processus qui aidaient l'équipe à suivre où est-ce qu'ils en étaient, avec des indicateurs de performance. C'est-à-dire qu'on sait, quand on livre un sprint, quelle est la valeur d'affaires qu'on a livrée. Un sprint sans valeur d'affaires, c'est une perte de temps. Et donc l'équipe, justement, en voyant la valeur d'affaires qu'il livrait, en prenant conscience de ça, était capable justement d'adapter son plan de match pour le prochain sprint. C'est à ce moment-là, justement, qu'ils ont utilisé l'adaptation au changement, justement, le plus pour eux, et justement ce qui leur a permis de livrer justement à temps. Puis la troisième chose qu'on a fait aussi pour stabiliser un petit peu cette situation, c'est qu'on a changé notre structure organisationnelle. C'est-à-dire qu'on a défini des responsabilités, des rôles pour chacun dans l'équipe. Il y avait un des gars de l'équipe qui était le coach, un autre qui était le quarterback, puis le reste de l'équipe pouvait jouer sur le terrain. Mais tout le monde n'avait pas besoin de courir dans tous les sens. Et donc en fait, ce qu'on a mis en place à ce moment-là, on s'est inspiré de Scrum et de différentes méthodes agiles. On a mis en place deux rôles. Un rôle de solution lead, c'est-à-dire que c'est un rôle de responsable de développement de solutions qui va aller comprendre justement les besoins du client, qui va aller définir les requis techniques et les fonctionnalités, qui va mettre en place le backlog, qui va gérer les finances pour prendre des bonnes décisions sur ce sur quoi il développe, et ensuite qui va donner justement la direction globale à l'équipe. Ce rôle-là est critique, c'est lui qui amène justement la stabilité et en même temps l'adaptation au changement quand nécessaire. Le deuxième rôle qu'on a mis en place, c'était le rôle de coach. Le rôle finalement qu'on a appelé un execution lead. Parce que juste un coach pour coacher, très bien.
un coach qui aide à livrer. C'est-à-dire que notre execution lead, lui, il est en mesure de gérer le projet, de suivre l'avancement, de gérer les parties prenantes et d'accompagner, de faciliter l'équipe pour les aider à avoir du succès. Et c'est là où c'est primordial justement d'avoir ces rôles, ces responsabilités, pour que ce ne soit pas tout le monde dans l'équipe qui fasse tout. Oui, tout le monde est en mesure de faire tout, et en même temps, chacun a ses forces et ses faiblesses. Chacun peut contribuer avec la valeur qu'il amène dans l'entreprise pour le bien commun. Et à travers justement tous ces processus, ces outils, cette structure organisationnelle, mais nous, on a amené justement une équipe qui était très adaptative au changement, à aller livrer des objectifs d'affaires et livrer de la valeur pour nos clients. Si on... Je suis rendu à moi? Ouais, c'est toi. Oui, c'est moi. En revenant sur le manifeste agile, on a, comme vous le voyez, on a travaillé sur les deux côtés de l'équation, les individus, les processus, working software, puis l'infrastructure qui supporte le logiciel, la collaboration, et ainsi de suite. La clé là-dedans, c'est qu'on n'est pas en train de dynamiter l'agilité, mais ce qu'on est en train de dire, c'est l'approche dogmatique de l'agilité, c'est qu'à un moment donné, on se prive de méthodes d'adaptation au contexte qui peuvent être précieuses. C'est juste ça qu'on dit. Puis, il y a beaucoup de coaching instantané qui se produit dans l'industrie en ce moment, du prêt-à-porter agile. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, la clé dans l'agilité, c'est beaucoup la boucle de feedback, la rétroaction qui est nécessaire, l'analyse de problèmes, puis la résolution de problèmes qui est nécessaire. Puis, finalement, la collaboration puis la transparence. On a ces trois choses-là, là, dans le Waterfall, c'était très utile aussi, ça fonctionnait puis ça aidait beaucoup. Dans l'agilité, c'est vrai, on est mieux adapté au contexte changeant, mais on doit éviter de se priver d'éléments d'amélioration qui sont disponibles. Et surtout, ce que je vous recommanderais, si c'est possible pour vous, trouvez-vous des gens avec qui vous pouvez échanger vos défis que vous avez. Puis tout de suite, là, je vous le dis, trouvez-vous pas un bougonneux là, qui va se mettre à chialer sur tout, mais trouvez quelqu'un qui va échanger des idées positives avec vous pour vous aider à imaginer d'autres choses, que ce soit agile ou pas, mais vous pourrez l'essayer, puis ça pourra vous aider. À toutes les fois, on était enlisé dans une trajectoire agile puriste, puis il a fallu qu'on s'arrache de là en se disant « Non, c'est pas ça qu'on a de besoin. » On est en train de s'enliser avec cette approche-là. Rappelez-vous-en, la boucle de rétroaction, la résolution de problèmes, puis la transparence et collaboration, et aussi l'environnement sécuritaire pour les gens. Avec ces choses-là, vous allez pouvoir réussir de grandes choses, puis adapter votre agilité dans un contexte qui peut avoir des exigences plus traditionnelles que l'agilité. Le No Estimate, fantastique. La journée que je viens travailler à Licorne, ça va marcher comme ça, mais c'est une autre chose. On n'est pas prêt à accueillir ça en ce moment. C'est peut-être ça vers quoi on doit tendre, mais on n'est pas là. Puis en attendant qu'on y soit, il faut livrer pareil. Fait qu'il faut qu'on trouve les solutions qu'on a besoin de trouver. Je te laisse conclure, Nico. Merci François. Finalement, comme on vous l'a dit depuis le début, ce que vous voyez ici, les éléments à droite sont aussi importants que les éléments à gauche. Ils ne le sont pas plus, ils ne le sont pas moins, ils sont complémentaires. Il ne faut surtout pas les mettre en opposition. C'est là, justement, dans une application dogmatique de l'agilité, qu'on risque de se perdre et qu'on risque d'oublier qu'on découvre de meilleures manières de faire, qu'on n'a pas encore trouvé la meilleure manière de faire, et que ces méthodes-là, ces outils-là, doivent continuer d'évoluer constamment. Ce qu'on a dit ici aussi aujourd'hui, c'est que dans une transformation numérique, c'est beaucoup plus que faire seulement du développement logiciel. Et il faut être en mesure justement à ce moment-là d'utiliser d'autres outils. Des fois, ça peut être une gouvernance. Des fois, ça peut être un plan de projet. Des fois, ça peut être un outil de gestion de risque, de la gestion financière. Un bon vieux Gantt Waterfall peuvent des fois nous aider. Je vais vous donner un exemple très concret sur l'utilisation qu'on a eue d'un Gantt.
moi, mon équipe fait le développement logiciel, puis après, il faut le déployer, les devices IoT dans la ville, hein, les installer. Ça peut être dans des véhicules, ça peut être dans des tuyaux, ça peut être dans différentes infrastructures dans la ville. Et honnêtement, installer un device dans la ville, on sait très bien le faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça par sprint? Est-ce qu'on a besoin d'une boucle itérative là-dessus? Ou est-ce qu'un bon vieux plan de projet avec aujourd'hui je commande le matériel, demain je demande à mes techniciens d'aller installer en ville, puis le lendemain je vérifie que c'est opérationnel, ça suffit tout simplement. Alors, il y a plusieurs choses qu'on voudrait que vous reteniez aujourd'hui dans cette conférence. C'est que l'agilité existe depuis 2001. Ça a transformé la manière dont on livre des logiciels. Et je pense qu'on doit encore continuer à trouver de meilleures manières de faire. Je pense qu'on n'a pas fini. Je pense que ça va continuellement évoluer. Et tous les gens qui sont ici contribuent à ça aujourd'hui. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ne pas appliquer l'agilité comme une religion, comme un dogme. Mon entreprise est agile, la tienne non, j'en sais rien, peut-être que ça ne s'adapte pas chez moi. Ou peut-être qu'il faut que je repense encore différemment. Et plus à utiliser votre bon sens, votre jugement, pour bien comprendre le contexte dans lequel vous êtes, bien comprendre quelle est la valeur que livre votre entreprise, comment vous la livrez, avant de faire des changements et avant d'essayer d'appliquer une recette directement dans votre organisation. Et éventuellement, justement, à ce moment-là, en appliquant la recette, vous n'allez pas prendre le temps de penser et de voir les impacts que cette recette peut avoir dans votre organisation. Donc vraiment, le message, s'il y en a juste un à retenir, s'il vous plaît, n'appliquez pas l'agilité comme un dogme. Prenez le temps, justement, de bien comprendre votre contexte, votre organisation, avant de commencer à la déployer. C'est là où vous allez justement aller chercher toutes les plus-values qu'il peut y avoir dans l'agilité. Merci. Merci. Il reste du temps pour des questions. Si vous avez des questions, juste vous dire, faut que vous soyez poli pour les questions parce que c'est filmé, fait que ça va rester. Une dernière chose, comme on le disait aussi, la loupe de feedback, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous pouvez aller voter sur l'application Guidebook, nous donner du feedback, nous dire ce que vous avez pensé de la conférence, si on était cohérent ou pas trop, si ça vous a intéressé ou pas. S'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous. Des questions? Maël? Ah, j'attendais. Je m'en doutais. Il y en a qui vont prendre des notes. Ouais. Je vais répéter la question. Ouais. On demande la différence entre le solution lead que tu as décrit tantôt et le rôle plus typé du product owner dans l'approche agile. Ouais. En fait, je vais dire pourquoi on a changé ce terme-là. Déjà, il y a le premier terme owner. Il n'est pas forcément propriétaire. La deuxième chose, c'est product. Ce n'est pas toujours un produit pour nous. Et donc, on a changé ça vers solution lead parce que nous, on développe des solutions. Donc, on l'a vraiment adapté à notre environnement. Et lead parce qu'il est responsable de leader une équipe. Alors après, si on regarde le travail au jour le jour, souvent ce qu'on voit, puis c'est peut-être un travers de l'utilisation du rôle de product owner, c'est que c'est vraiment des product owners très tactiques. Fait que des product owners qui vont gérer un backlog, qui vont communiquer avec l'équipe, faire des revues, c'est ça. Et là, ce qu'on a vraiment mis en place, c'est vraiment un solution lead qui a un rôle aussi stratégique. Donc, il va aller jouer à différents niveaux, au tactique, au day-to-day avec l'équipe. Donc, il va aller interagir avec l'équipe pour les aider justement à livrer la valeur qui est attendue. À moyen terme aussi. Donc là, il va gérer justement les sprints avec l'équipe, s'assurer que le backlog est là. Puis plus stratégique encore, il va gérer les finances, il va gérer la relation avec les parties prenantes. Et donc, il va aussi gérer justement les relations avec le client parfois. Donc, il va aller justement voir le client, bien comprendre ses besoins. Et des fois, en fait, ce qu'on voyait quand on utilisait le terme product owner, c'est que les gens n'utilisaient pas ça à leur plein potentiel. Parce que des fois, un produit, c'est juste un produit physique. Une solution, c'est aussi une solution plus bout en bout. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a changé ces termes-là.
Autre question. Oui. Toutes les applications. Ah, OK, l'agilité, c'est pas prescriptif, hein? C'est une façon d'être, c'est des valeurs. Mais dès qu'on s'approche des valeurs agiles puis on en établit une méthode, il faut le voir comme un point de démarrage qui peut être adapté après. C'est mon opinion. Donc, Scrum, c'est une façon, mais n'importe quelle application de l'agilité dans une forme qui devient une méthode, si elle est appliquée de façon prescriptive et inflexible, c'est le cas. Mais c'est normal. Tu sais, on disait tantôt qu'on est en train de former des gens à des nouvelles façons de faire. Quand on explique quelque chose de neuf à quelqu'un, en fait, vous lirez les formes d'apprentissage, ça va nous aider beaucoup. On dit quelque chose à quelqu'un, son cerveau le comprend, mais il ne le ressent pas encore. Fait que souvent, il va prendre quelques raccourcis de ce qu'il a entendu, puis il va être appliqué, un peu comme M. Bourbonnais parlait, on va les appliquer sans la profondeur qui vient avec, parce qu'on n'a pas le temps, on se met à travailler sur autre chose, puis ainsi de suite. Il faut s'assurer que cette information-là fasse son chemin pour qu'elle devienne un comportement acquis et non pas juste un raisonnement qu'on fait ou qu'on réapplique de la bonne façon. Souvent, on prend des raccourcis dans la formation pour les gens. Et en fait, pour ajouter sur ce que François vient de dire, Scrum, c'est une très bonne méthode, on l'a utilisée au début. Et en fait, ça a été vraiment notre point de départ. Et petit à petit, justement, comme nous, on cherchait de meilleures manières de faire tout le temps, avec les boucles de rétroaction, on l'a fait évoluer. Et à force de la faire évoluer, on est arrivé sur le modèle qu'on a aujourd'hui. Qui n'est pas final. Qui n'est pas final. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, on a donné ce point de départ-là aux équipes, en utilisant Scrum, mais surtout le processus d'amélioration continue. Et finalement, aujourd'hui, c'est eux qui le font évoluer. Puis des fois, il y a des nouveaux termes qui sortent. Là. Moi, j'ai un truc dans mon équipe qui s'appelle les Tres Amigos. Les Tres Amigos, c'est grossièrement une revue. Non, pardon, c'est ce qu'on appelle un grooming, comment dire en français? Un raffinement, merci. Un raffinement de backlog. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'avoir toute l'équipe pour ça, ils ont décidé, ok, on va être 3, puis ça va tourner dans l'équipe. Et donc, ils ont appelé ça les Tres Amigos. Et donc, finalement, ce qui est vraiment extraordinaire, je trouve, là-dedans, c'est que tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'en apprends une nouvelle. Et il y a une nouvelle méthode qui est sortie par l'équipe. Ils ont inventé quelque chose, puis ça leur sert, puis ils ont de très bonnes raisons de l'utiliser. Et finalement, c'est eux-mêmes qui sont appropriés justement le changement et qui s'organisent, qui s'auto-organisent et qui font évoluer la manière dont ils s'organisent tous les jours. C'est un des exemples quand l'autogestion a été élargie. Au début, on les a balisés parce que c'était neuf. Ils devaient s'acclimater. Mais maintenant, ils ont l'aisance, ils ont la connaissance, ils prennent, puis ils s'arrangent, puis on est surpris. C'est ça. Une autre question? Oui, Chouari, ouais. En fait, ce qui est important dans le plan, c'est pas dans le plan, C'est les objectifs qu'on se fixe. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut, à la fin du trimestre, on veut avoir tant d'utilisateurs sur la plateforme, on veut avoir déployé tant de devices. Donc c'est vraiment tous ces principes, ces objectifs-là qu'on va déterminer qui vont guider notre plan, qui vont nous aider à décider, oui, ça on le fait, ça on s'adapte pas, ça on s'adapte pas. Et c'est vraiment ça qui est primordial. C'est vraiment de savoir quelle est notre stratégie, quelle est notre direction globale. Et après ça, justement, le plan, on l'établit parce que ça nous donne une direction et on le change au besoin. Donc on a mis en place justement dans nos équipes une gouvernance à la semaine qui aide justement l'équipe à décider si on ajoute cette feature-là ou pas. C'est-à-dire qu'au moins pour une semaine, on sait que ça ne va pas changer. Mais parce qu'il faut livrer aussi un moment. Donc on ne peut pas changer tout le temps. Puis la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'au quart, on a des revues stratégiques qu'on fait aussi avec nos équipes. Et donc on déploie la stratégie avec eux, on leur explique la stratégie, on leur explique le plan de match. Puis après ça, eux, pendant le quart suivant, ils sont capables justement de jouer autour de ce plan de match. Mais au moins, on va tous dans la même direction. Et si on peut ajouter aussi, là, c'est un produit qui est multi-client. Il y a plusieurs villes déjà qui ont ce produit-là. Il va y avoir des villes qui ont des demandes pratiquement contradictoires.
sans plan à longue distance, suffisamment à l'avance, laquelle, puis est-ce qu'il coïncide avec le développement qu'on a à faire? Sinon, est-ce qu'on le charge parce que, ou il va être rendu dans le produit parce que c'est une étape nécessaire là où on veut aller? Le plan nous donne tout ça, parce que plus il y a de clients, plus les demandes sont échevelées. On le voit toutes les fois qu'on a un produit, puis on doit les aligner avec quelque chose, quelque part. Sinon, on atteint un niveau d'entropie dans les produits, puis ils deviennent rapidement difficiles à maintenir s'il n'y a pas cette vision-là. Fait que ça, c'est un autre effet. Et ce terme-là, il veut dire plein d'affaires, puis son contraire, mais oui. Oui, une roadmap, oui, parce que les gens ne comprennent pas le même niveau de ce qu'une roadmap peut être, mais oui. Je vais dire, plus pour ajouter sur ce que tu dis, en fait, c'est une roadmap qui est définie selon les impacts d'affaires qu'on veut avoir. Donc oui, il y a une roadmap, et c'est selon les impacts d'affaires qu'on veut avoir à ce moment-là. Puis dans certains cas, on va être obligé de publier cette roadmap-là aux clients, parce qu'il y a des clients qui vont l'acheter en sachant que ce feature-là s'en vient. Imaginez si on ne le fait pas après. Fait que les raisons commerciales peuvent faire qu'on est obligé de se commettre à l'occasion avec ce plan à long terme-là. D'autres questions? Il me semble que ça s'en vient, là, on se dégêne. C'est bon? Bien, merci tout le monde. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de votre patience, puis n'hésitez pas à commenter pour la conférence.